Alors, oui, en fait, j'avais prévu de terminer ma conférence par Pascal, en donnant la parole à professeur Michoulan, mais du coup, c'est lui qui me la donne. Mais pour parler moins de la métaphysique, enfin, j'en parlerai un peu tout à la fin, à propos de Pascal, mais plutôt justement d'un point de vue peut-être qui a manqué un peu dans ces 3 journées consacrées à l'imaginaire social, c'est l'approche anthropologique, ethnographique. Alors, c'était passionnant d'écouter les historiens et les philosophes, les sociocritiques et les littéraires, je ne sais plus comment on dit, mais il manque un peu un trait d'union entre ces différentes disciplines. Et je pense que du coup, en passant par l'anthropologie de l'ethnographie, en particulier d'Ernesto De Martino, va peut-être apporter quelques éléments de complément, en tout cas des éléments pour discuter de tout ce qui a été déjà vu hier et aujourd'hui. Vous allez voir, Ernesto De Martino apporte des hypothèses de travail, de réflexion, en plus d'une critique de la philosophie de son temps, du point de vue de l'anthropologie, à partir d'une réflexion sur l'imaginaire social. Donc je pense qu'on est en plein dans la question. Alors, il ne faut pas oublier que Ernesto De Martino vient 1908-1965, pour ceux qui connaissent mal la biographie de Martino. Donc je dirai 2 mots sur sa mort prématurée tout à l'heure. Donc, Ernesto De Martino vient à l'ethnographie et à l'historiographie religieuse à travers des études de philosophie à l'université de Naples, où il a été l'élève de Benedetto Croce. En un sens, De Martino vient donc de la philosophie, travaille avec elle et se fait travailler par elle. De l'idéalisme crocien, il hérite notamment l'approche historiciste qui fait la spécificité de la voie italienne en anthropologie. Le sacré est une expression particulière de la vie historique et spirituelle d'une culture dont il est possible d'identifier la fonction en la soustrayant à son aura de mystère pour le restituer dans la sphère des phénomènes humains qui touchent à l'imaginaire social. Pour paraphraser le mot de Croce, selon lequel toute histoire est histoire contemporaine, il s'agit donc de se demander comment rendre historique, idéalement contemporaine pour nous, les cultures étudiées par l'ethnologie. Et par là même, comment réactualiser dans notre contemporanéité les drames spirituels et existentiels qui caractérisent historiquement ces cultures. L'objectif de De Martino est de, je le cite, promouvoir un élargissement de notre autoconscience historique, en donnant à lire les éléments constitutifs de l'imaginaire social à partir d'une enquête historique et ethnographique du monde dit primitif. Le champ anthropologique historique qui permet à De Martino d'actualiser la méthode crocienne est, comme vous le savez sans doute, la magie du sud de l'Italie ou de l'Inde indienne, comme l'appelaient aussi les jésuites du XVIe siècle quand ils se sont en premier intéressés à ces populations du sud de l'Italie. Cette perspective, nourrie par l'intérêt pour la métaphysique et le chamanisme, va ouvrir en Italie une période féconde de contact entre psychiatrie et ethnologie qui va donner lieu à l'ethnopsychiatrie. Le monde magique, paru en 1948, fait le lien entre les problèmes posés par l'interprétation des cultures dites primitives. Évidemment, Mathématique est un lecteur de Louis Brul, de la naissance de l'ethnologie française, qu'il va critiquer, et ceux concernant la réalité des pouvoirs magiques en général. Sensible depuis les années 40 à l'influence de Heidegger, de Sartre et de l'existentialisme italien, De Martino a introduit dans le domaine de l'anthropologie religieuse les notions de la crise de la présence, risque de la perte et de son rachat. La certitude apparente de l'homme moderne quant à la possession d'un moi stable, pensant, garantie dans une nature donnée selon un rapport sujet-objet défini, est pour De Martino le fruit d'un processus culturel et historique. Mais dans les sociétés magiques, la préservation de la présence en tant que sentiment élémentaire de soi représente une nécessité humaine vitale. Car le fait négatif de la fragilité de la présence, l'angoisse qui exprime, je le cite, la volonté d'être là
comme présence face au risque de ne pas y être et le danger majeur que le magisme, en tant qu'institution culturelle, désigne dans le relève à la fois étant de maîtriser. Si bien que la notion de déshistorification désigne dans Sud et Magie ce processus culturel et rituel qui permet au sujet à la fois de provoquer et de vaincre la crise, et de sortir de la dimension historique de l'existence où se joue le drame de la crise de la présence. Il s'agit d'accéder à un régime fictionnel qui assure la possibilité d'un rapport avec un monde garanti et ordonné, dans lequel la présence peut être réintégrée et comme stabilisée. À la fois en tant qu'ethnographe et historien, De Martino est bien un décrypteur de crise, penseur de la crise et des crises. Celle du deuil, dans Morte e pianto rituale de 1958, celle de la dépersonnalisation vécue par les Tarantati, dont je vais parler tout à l'heure, la terre du remords de 1961, la crise également qui s'exprime dans la passivité de l'être agi, dans la fattura e la fascinazione, provoquée par les effets maléfiques de la magie cérémonielle des paysans de l'Italie du Sud. Toutes ces crises sont comprises sur un modèle de déshistorification des moments critiques de l'existence, de leur dimension individuelle et collective. La caractérisation du rite comme technique, je le cite, thérapeutique latente, en mesure de canaliser et calmer l'angoisse, est observée dans les rituels du tarantisme dans la péninsule du sud de l'Italie, et restituée dans son texte peut-être le plus connu en France, La Terre du remords. Ces rituels, survivance de pratiques anciennes entre paganisme et catholicisme, étaient le recours traditionnel des personnes, généralement des femmes, affectées par des troubles psychologiques et existentiels divers, et qui attribuaient à la morsure d'une araignée, la tarentule, la cause de leur détresse. L'observation de De Martino met en évidence ce caractère culturel, construit, ce qu'il appelle, ça fait écho à Castoriadis, l'autonomie symbolique du tarantisme, qui s'organise autour d'une figure mythique, la tarentule, présence ancestrale dans la société paysanne, et dont la piqûre et la crise relative qu'elle provoquait, je cite De Martino, devenait simplement l'occasion d'évoquer et de délimiter, de faire refluer et de résoudre d'autres formes d'empoisonnement symbolique, c'est-à-dire les chocs, les frustrations, les conflits irrésolus dans les biographies personnelles. Contre tout naturalisme, La Terre du remords, fruit d'une enquête d'équipe faite à Galatine entre juin et juillet 1958, se veut une compréhension historique de ce que De Martino appelle un paysage humain, c'est-à-dire une institution mythico-rituelle symboliquement autonome. Cet institutum, au sens latin du terme, a pour fonction de reprendre et réintégrer des moments de crise de l'existence. Il s'agit en gros d'exorciser notamment les questions liées au désir sexuel de la puberté, au moment des amours interdites, en particulier des jeunes adolescentes promises ou mariées à des hommes qu'elles n'aiment pas. Comme Carlo Levi, dans Le Christ s'est arrêté à Eboli, De Martino insiste beaucoup sur le problème de la régulation sociale des pulsions érotiques. C'est le cas du paradigmatique de Maria de Nardò, chapitre 2 de La Terre du remords. Le remords du chagrin d'amour est symboliquement orienté sur le morsus, la première morsure de l'araignée, cause du mal. Mais bien entendu, c'est le remorsus, qui est le premier par rapport à la morsure. Et c'est bien le remords, plus que la morsure, qu'il s'agit de soigner. La méthodologie historiciste de Martino se remarque notamment dans l'étude diachronique et synchronique du phénomène des tarantati. Bien qu'il ne dédaigne pas l'aspect synchronique, De Martino a une préférence pour la première. Méfiant des abstractions, il s'appuie surtout sur un important travail de documentation et de synthèse, c'est pourquoi De Martino plaît en général aux historiens, notamment à partir des sources médiévales. On trouve chez Léonard de Vinci une allusion à la tarentule, et des témoignages des missionnaires jésuites, que j'ai cités tout à l'heure. À partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, le phénomène des tarantati commence à décliner au contact des lumières napolitaines.
C'est la période d'ailleurs qui correspond à sa médicalisation, à sa psychiatrisation. Mais De Martino remonte jusqu'aux antécédents païens grecs du côté de la cathartique musicale et du symbolisme de l'aioresis. Ce dernier renvoie à la fête des Aiora, la fête des balançoires, axée sur le rite du balancement, qui reprend le mythe de la mort de la fille d'Érigon. Celle-ci, trouvant son père tué, va se pendre à un arbre. À la suite, une manie suicidaire gagne les vierges d'Attique. Ce mythe revit dans le mythe d'Athéna et d'Arachné, cette jeune esclave qui, ayant rivalisé avec les dieux dans l'art du tissage, est punie par Athéna, non à être pendue, comme elle aurait dû l'être, mais à être transformée en araignée. Dans La Terre du Remords, De Martino amorce un rapprochement avec le geste cathartique et cosmique qui consiste à balancer, bercer. Enfin, on va parler des poupées, on pourrait parler des balançoires, faire une étude sur l'usage des balançoires. Bercer, en fait, on berce pour calmer, pour endormir les enfants. Des gestes qui renvoient à l'oscillation des vierges pendues, partagées entre le deuil du père et le refus d'une nouvelle alliance, mais aussi au balancement de l'araignée pendue à son fil. La méthodologie de De Martino, pour en dire deux mots ici, utilisée spatialement dans le Terre du Remords, s'appuie en particulier, et ça doit nous intéresser parce qu'on a recueilli ici plusieurs disciplines, un caractère réellement interdisciplinaire. Pour l'étude des Tarantanti, il réunit une équipe composée de neuropsychiatres, psychologues, ethnomusicologues, musiciens, anthropologues, médecins, historiens, philosophes. À la dernière page de La Terre du Remords, on peut lire la chose suivante. Dans notre perspective, la signification culturelle du tarantisme ne résulte pas tant de son rapport avec les comparaisons d'autres réalités ethnographiques, ni même avec ses antécédents classiques, qui se donnent tort en partie, mais plutôt du fait que son origine, ses modalités et son déclin, autrement dit son entière orbite historique, sont liés à des moments décisifs ou importants de l'histoire interne de la civilisation occidentale. De Martino résume ainsi même son approche historiciste, je le cite à nouveau. Aujourd'hui, nous savons que la morsure n'est pas l'assaut d'un démon ou d'un dieu, mais le mauvais passé qui revient et qui s'offre à un choix mondain réparateur. Nous savons aussi que dans le tarantisme, le symbole de la morsure est le moment aliéné d'un remords intérieur qui se cherche une certaine intestine, gravité et oppression. L'horizon d'une angoisse qui est le symptôme chiffré de choix inaccomplis et de conflits qui opèrent dans l'inconscient. L'évaluation de l'enjeu psychique lié à la crise de la présence demande le concours de la psychologie et de la psychopathologie moderne. Dans Morte e Pianto Rituale de 1959, De Martino avait accentué les références philosophiques et psychiatriques qui vont devenir de plus en plus importantes dans son œuvre, en brossant une grande fresque de l'histoire de la lamentation funèbre de l'Antiquité à l'époque chrétienne. Cette analyse historico-religieuse d'une institution déterminée du monde antique approfondit et réélabore le matériel du monde magique, en étudiant non pas les formes de la mort, mais bien plutôt les manières de réagir face à elle, dans ses formes culturelles. De sorte que les lamentations funèbres sont une manière de faire défluer, c'est le terme qu'utilise De Martino, cette deuxième mort, qui guette tout deuil, celui du chagrin, qui empêche de vivre, et donc de réparer la vie, en séparant les vivants des morts, en faisant mourir le deuil par sa prise en charge sociale. De Martino affectionne ce terme de déflusso, défluer, qui me plaît beaucoup. En effet, même si la résolution n'est jamais définitive, il s'agit en effet moins de guérir que de soigner, risanare. Autrement dit, de rendre viable, vivable, une situation de crise vouée à se renouveler. C'est là qu'il va chercher le point intéressant pour la question des formations de l'imaginaire social. D'où la répétition calendaire et sa prise en charge par le rite. L'importance du rite pour De Martino est très importante dans la constitution, dans l'institution de l'imaginaire. À partir de la fin des années 50, De Martino se consacre d'une part à l'approfondissement de certains nœuds problématiques tels que la permanence des manifestations religieuses et rituelles au cœur de la société bourgeoise occidentale,
et de la société soviétique, mais surtout au thème, et c'est là où je vais porter la deuxième partie de ma conférence, au thème de l'Apocalypse et des mythes eschatologiques. Pour cette dernière recherche, l'analyse s'étend du domaine de l'histoire des religions à la littérature moderne de la crise, Sartre, Camus, Moravia, et investit massivement la philosophie et la psychiatrie d'inspiration existentialiste, Jaspers Bieswanger, et constitue un bilan autant qu'une reprise à grande échelle, on parlait hier, je crois, d'échelle, différentes cadres d'analyse, c'est-à-dire à l'échelle de la culture tout entière, et tout son travail anthropologique, par le biais d'une anthropologie de l'histoire, est celui d'une analyse des processus de civilisation à l'aune d'un imaginaire social ainsi mis à nu. Puis, malheureusement, De Martino meurt, on est en 65, et il laisse sa grande œuvre, La fine del mondo, contributo all'analisi delle apocalissi culturali, qui vient d'être traduit par les éditions de HES de l'année dernière, non publié. Il sera publié en italien en 1977, 12 ans après sa mort. Cette étude devait permettre de considérer une perspective plus mûre, dit-il, achevée de son travail d'ethnographe, qu'il avait abordé dans Le Monde Magique et dans Morte e Pianto Rituale, et dans La Terre du Royaume. Cette nouvelle perspective plus mûre vise à devenir, je cite, une contribution à l'analyse ethnologique des apocalypses culturelles, en définissant l'ethnologie comme la comparaison critique des histoires à partir de l'histoire de la culture occidentale comme point de repère, en même temps que comme unité de mesure destinée à être mise en cause pour être à son tour mesurée, de manière à permettre un accroissement de la conscience anthropologique ou humaniste. Il y a tout le résumé ici de l'opérativité de l'idée d'imaginaire social. Le grand projet de la fin du monde s'appuie sur un travail préparatoire immense, commencé au début des années 60 et consigné dans 4 cahiers. Je vous fais grâce de tous les détails philologiques. Et préparé par un texte qui a été publié en 2005 en Italie, qui s'appelle Les Scritti Filosofici. Les Scritti Filosofici, malgré parfois un style difficile, sont très intéressants quand on y trouve une confrontation avec la philosophie de son temps, notamment avec la phénoménologie de Husserl et surtout avec l'existentialisme allemand et français, Heidegger et Sartre en tête, ainsi que l'existentialisme italien représenté par Pace, Bagnano et Pareson. Et je terminerai cette partie sur le travail que fait De Martino en tant qu'ethnographe dans le champ de la philosophie. On est dans la section philosophique, je crois. Sur fond de cette confrontation philosophique, il y a évidemment Être et temps de Heidegger, ainsi que Jasper, l'œuvre philosophique et littéraire de Sartre, et vers la fin aussi Husserl, les méditations cartésiennes et la crisis, évidemment. Au fur et à mesure de ces lectures, De Martino réécrit des passages entiers, les discute, les corrige, propose sa version. À l'engager dans ce dialogue, ce sont des questions philosophiques depuis devenues classiques qui préoccupent la phénoménologie. La question de la réduction, l'époque, la question du négatif, la question de l'existence comme manque à être, le besoin de sens ainsi que la structure temporelle de l'existence, des choses que nous avons croisées pendant ces jours-là. De Martino, ce qui intéresse De Martino, c'est d'intervenir dans l'interprétation de la Dasein-Analyse de Heidegger, notamment à partir du concept de l'angoisse chez Kierkegaard, question reprise ensuite par Sartre en France et par Pace et Bagnano en Italie. Bref, il s'agit de réévaluer les bases mêmes des différents existentialistes de son époque. Or, les concepts de néant, de Dasein, de l'y-être, de l'être jeté dans le monde, l'être pour la mort, introduisent directement dans la matière ethnographique étudiée par De Martino et lui donnent une concrétude historique. Surtout, ces analyses sollicitent directement les hypothèses les plus générales que De Martino formule en tant qu'ethnographe et donc aussi en tant que philosophe. La grande question qui occupe le plus souvent
dans la fin du monde de Martino, qui est dans ses cahiers, c'est le grand principe qu'il appelle celui de l'éthos du dépassement de la vie dans la valorisation. Attention, parce que ça, c'est le concept qu'il apporte en tant qu'ethnographe à la philosophie et aux sciences humaines pour montrer comment se constituent tous les imaginaires sociaux. C'est un concept, un principe d'une grande généralité. Tu peux répéter? Oui, l'ethos, en italien c'est l'ethos del trascendimento della vita nella valorizzazione. En français, ça donnerait l'ethos du dépassement de la vie dans la valeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par ce principe? Il s'agit proprement d'une force, je parlais tout à l'heure de force, d'un effort. Parfois, Desmartines utilise le mot élan, bien qu'il n'y ait pas de Bergson ne figure pas dans ses références. On aurait tendance parfois à dire dans cet ethos quelque chose de l'ordre du conatus spinoziste, mais il n'y a pas de référence à Spinoza non plus. Derrière cette discussion avec l'existentialiste Paci, c'est surtout la figure de Kant ici qui pointe à travers la différence entre l'être et le devoir-être, que précisément Desmartines tend à vouloir réunifier. Cet élan vital est immédiatement un effort moral de dépassement de la vie dans le plus-être de la valeur et de la culture. Il est un devoir-être interne à l'être lui-même, ce qui pousse la vie même à se dépasser comme projet. Comme principe, cet ethos est lui-même une expression de la vie vouée à son propre dépassement dans l'affirmation de la valeur, c'est-à-dire de la culture. L'affirmation a un plus-être est donc consubstantielle au Dasein humain, à ceci près qu'elle n'est jamais garantie, mais toujours sujette à risque, car l'être humain n'y est jamais tout à fait. Il peut aussi ne pas être, moins être, ne plus y être, autrement dit, ne plus trouver sa place, souffrir de néantification, ce que Desmartines appelle la crise de la présence. Car la présence n'est jamais assurée une fois pour toutes, elle est toujours construite, elle doit s'entretenir, tout en étant socialement entretenue. Pour Desmartines, donc, on existe plus ou moins. Telle est la condition humaine, fragile et fluctuante. Et l'éthos du dépassement consiste alors dans l'affirmation des actions et des valeurs qui augmentent le sentiment d'exister, le sentiment d'être présent à soi, au monde et aux autres. Ce plus d'existence se vit à tous les niveaux de la vie, économique, artistique, scientifique, religieux. Aussi, l'effort de la culture ne s'oppose-t-il pas à la nature, mais il est l'effort même de la nature vers son propre dépassement dans l'affirmation de ce qui vaut la peine, de ce qui est désirable. Pour paraphraser Sartre avec Ernesto Desmartines, ce n'est pas la liberté à laquelle nous sommes condamnés, mais proprement à cet ethos, sous peine de disparaître. C'est donc dans ce sens que Desmartines se démarque de l'existentialisme, en particulier celui de Sartre. L'homme n'est pas l'être, certes, cependant il n'est pas rien non plus, il n'est pas ce néant que posaient les philosophes français. Il est plutôt un rapport à l'être. La position sartrienne reste foncièrement prométhéenne quant à sa prétention d'affirmer l'absoluté d'une liberté conçue abstraitement comme condition de l'agir. C'est là, à mon sens, un avatar du substantialisme classique. Desmartines affirme au contraire, je le cite, page 27, « Le néant de l'exister est simplement la chute de la valorisation, l'incapacité d'exister par impuissance de valoriser. » Il est important de souligner cette idée du néant comme chute, non pas comme simple non-être, mais comme moins-être. Le néant en soi, en effet, est une abstraction de philosophe. Ce qu'il y a de réel, en revanche, c'est l'expérience, le sentiment de ne pas exister, de moins exister. Le type de dépassement qu'accomplit Desmartines au sein de la parole existentialiste, avec malgré tout ses jargons, est d'une grande clairvoyance philosophique, me semble-t-il. Elle équivaut à peu près à celui que fait aujourd'hui, par exemple, Maurice Godelier, quand il dit que la mort ne s'oppose pas à la vie, mais à la naissance. Il est symptomatique de notre modernité occidentale, nihiliste, que Desmartines ausculte en clinicien de la culture et de la crise, de confondre si souvent la mort avec le néant, c'est-à-dire d'opposer la mort à l'être ou à la vie.
Alors que dans les sociétés traditionnelles, la mort comme la naissance sont des passages, des limites entre vivants. Il s'agit précisément de négocier, des Martines, on dirait de valoriser, autant que possible dans le cadre social de la coexistence humaine. Encore une fois, et là on est tout à fait dans la manière de penser de De Martino, ce n'est pas la mort qui fait problème. Le problème, c'est l'idée de la mort, c'est-à-dire ce que la culture ou l'histoire des hommes fait de cette idée. Épicure ne pensait pas autrement. L'étude de De Martino sur les lamentations funéraires et son soupçon sur l'authenticité du chagrin dans l'organisation sociale des pleurs des femmes allait dans ce sens. Ce qui compte, ce n'est pas la sincérité des sentiments. Ça, c'est une question de couche romantique sur le lien social, mais leur prise en charge par l'imaginaire social. Or, on comprend mieux maintenant que De Martino puisse être critique à l'égard de tout type de dualisme, d'abstraction, de forme d'hypostasisation, comme celle qui consiste à opposer, hiérarchiser nature et culture, matière et esprit, individu et collectivité, être et néant, être et devoir être. La nature n'est pas ce qui vient avant la culture, de même que l'individu n'est pas ce qui vient avant la société. Tout au plus, dit-il, la nature est le reste, c'est-à-dire ce qui résiste ou s'oppose à la valorisation. La culture étant l'effort même de se démarquer de la nature dans une existence valorisée et donc toujours historiquement située. Il n'y a donc pas quelque chose comme une nature en soi des choses, ça c'est vraiment l'imaginaire métaphysique, car les choses sont le fruit d'un rapport, elles sont prises dans un rapport. De même, l'individu ne vient pas avant la société, comme l'imagine une grande partie de notre tradition d'ascendance augustinienne, puis aubétienne, puis rousseauiste, car la solitude de l'individu isolé, dénué de tout lien, et donc sans histoire, ne recouvre aucun sens dans l'existence. Loin d'être l'origine, l'état de nature n'est donc jamais que le résultat de l'anéantissement du lien social. Donc on est vraiment dans l'inversion du texte de Pascal. La mort sociale, comme on dit, coïncide avec la disparition psychique de l'individu, son impossibilité à être. Pas davantage, la moralité ne s'oppose à la nature. Pour De Martino, elle en est l'expression comme effort de valorisation. Et en même temps, détachement ou transformation de la nature. Dans ce sens, il parle par exemple de fidélité à soi par la valeur du travail. C'est un marxiste, par des différentes manières d'œuvrer. Il revient souvent sur ce qu'il appelle la domesticité du monde, c'est-à-dire sur la valeur économique du monde utilisable. Bref, l'existence n'est jamais donnée, elle est ce qui ne suffit pas à elle-même, ce qui doit toujours se soutenir dans la présence, car constamment menacée de disparaître. Nous ne sommes pas condamnés à être libres, comme le disait pompeusement Sartre, cela qui faisait sourire De Martino. Au mieux, c'est là une abstraction, au pire une fausse injonction, car la condition n'est pas la liberté, mais plutôt la servitude. Si condamnation il y a, pour De Martino, nous sommes plutôt condamnés à œuvrer, c'est-à-dire à nous dépasser dans la valeur. Les tarentulés sont des désœuvrés, figés dans la tristesse de l'inaction, ce qui fait écho à la définition foucaldienne de la folie comme absence d'œuvre. De Martino dirait incapacité, impossibilité à valoriser. Il parle aussi des tarentulés comme des paresseux. On dit pas fainéants, on a entendu, ça revient constamment. Mordus par le remords, absorbés par la tristesse, incapables d'agir, c'est-à-dire de se projeter, d'exercer l'éthos du dépassement par l'affirmation de la valeur. Donc je vais conclure. Dans ses cahiers de 1962-63, De Martino descend dans l'arène philosophique de son époque, en tant qu'anthropologue, en tant qu'ethnographe. Il se situe dans le champ philosophique avec l'ambition d'en donner les principes et les catégories d'après ses études de terrain. C'est un peu un Freud. Freud avait la même ambition de refonder toutes les sciences humaines. De Martino n'est pas loin de cette idée. Les scritti philosophici donnent donc à voir son positionnement théorique vis-à-vis de la galaxie existentialiste, ainsi que de ses critiques. Notamment, là ça je saute. De cette critique,
et de cette revalorisation de l'existentialisme vont dépendre toute une série de questions et de déplacements. Comme on l'a vu, les studi philosophici laissent percevoir une certaine méfiance vis-à-vis des propositions plus abstraites de Sartre, notamment envers sa tendance à substantifier le néant et à absolutiser la liberté. Cette question revient à la fin des studi à propos de la question leibnizienne: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Là, voilà, grand imaginaire métaphysique, s'il y en est un. Hein, la question qui, selon Leibniz, fait trembler toute la nature. De Martino y voit pointer, je cite, l'angoisse d'une époque. On peut lire page 162. Quand des questions de ce genre s'isolent, quand elles deviennent le problème dominant, angoisse dominante d'une époque, cela signifie déjà que la vie est en train de perdre de sens, que l'être est en train de se racornir et de s'y dissoudre dans le néant. Le présent se racornit dans un questionnement désespéré, et le questionnement devient signe apocalyptique. Il y a là, je crois, une profonde réflexion sur le sens culturel, civilisationnel, imaginaire, du nihilisme occidental, sur ce que l'on a appelé la crise de la modernité. À juste titre, me semble-t-il, De Martino relève historiquement les symptômes chez Leibniz, tout comme dans l'effroi pour le silence des espaces infinis et le moi haïssable de ce grand solitaire qui était Pascal et que nous avons écouté tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup.